en fonction des formats, en fonction des solutions, en fonction des besoins, IFC, format natif, etc., eh bien, le management de ce type de projet est complexe. La procédure BIM n'est pas la même forcément d'un acteur à l'autre. Chacun met le curseur un petit peu à son niveau de maturité, de besoin, d'expertise, aussi en fonction du besoin du client, maître d'ouvrage par exemple. Et donc pour nous aider à prendre de la hauteur sur cela et surtout sur finalement quelque chose, on l'a vu, qui était évoqué pendant toute l'après-midi, pendant les REX également, l'interopérabilité aujourd'hui. Différentes solutions, différents formats de fichiers. Comment, moi, demain, que je sois architecte, bureau d'études, etc., ingénieur, comment je suis sûr de choisir la bonne solution? Est-ce que je dois en choisir une seule? Est-ce que je suis sûr ou pas qu'avec tel ou tel format de fichier, je ne vais pas me retrouver demain pieds et poings liés? Qu'est-ce qui fait qu'en choisissant telle ou telle solution, demain, je vais garder mon libre arbitre? Et en quoi ça va demain m'aider tel format ou telle solution? Ou est-ce que ça risque de me bloquer par rapport à cet enjeu d'interopérabilité? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'avoir réussi à réunir, à regrouper une table ronde très intéressante. Et je vais demander à nos intervenants du jour de nous rejoindre progressivement pour cette table ronde. Je vais appeler Emmanuel Di Giacomo, qui est responsable Europe développement des écosystèmes BIM chez Autodesk. Marc de Fleury, directeur commercial de Trimble. Merci de l'accueillir. Guillaume Ray, directeur France chez Allplan. Dominique Sénat, donc gérant de Sénat Ingénierie, hein, on l'a déjà dit un petit peu depuis tout à l'heure, mais aussi donc vice-président de Sinov Ingénierie. Et Dominique est également référent Rhône-Alpes du GT BIM et Transition Numérique animé au niveau national par Julien. Maxime Sagnier, qui est BIM Manager chez Impact. Et enfin, plutôt sur désolé Emmanuel, plutôt sur cette chaise parce qu'il va devoir se connecter à ce PC. Donc, je vous remercie d'accueillir également donc, Gilles Beretta, qui représente la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci de l'accueillir. Donc, Gilles Beretta, vous êtes responsable de l'unité gestion du patrimoine bâti et foncier à la direction de l'éducation et des lycées. Je cherche la petite manivelle. Pas tout de suite. Ah oui, pas après. Est-ce qu'elle est là-haut Oui, merci. Ah non, elle n'est pas là, pardon. Bon, elle n'était pas dans ma poche. Tu peux. Là, non. Ouais. Voilà, nos intervenants. Alors, pour répondre à ces questions, on va vous proposer plutôt 3 grandes séquences. Sur la première séquence, on va déjà essayer de se remettre un peu tous d'accord, en tout cas de vous mettre d'accord pour nous aider à dégager une grande piste de définition finalement. C'est compliqué de définir déjà le BIM en soi. Alors, je vous propose de redéfinir, selon vous, ce qu'est le BIM, votre vision du BIM. Et une fois qu'on aura fait ça, alors de manière assez rapide, on en convient parce qu'on commence à être un petit peu habitué au sujet, mais remettons-nous d'accord sur une définition un peu plus universelle. On va parler de l'interopérabilité. Qu'est-ce que, selon vous, l'interopérabilité, avant d'aborder les enjeux, les risques, les questions qui se posent et d'entrer dans un vrai débat? Pour commencer, Maxime Sagnier, en tant que BIM manager, c'est un peu vous aussi, vous êtes un expert du BIM donc chez Impact, donc qui accompagne en BIM management les projets. Quelle est la définition que vous feriez du BIM et par rapport à ce qu'on peut entendre un peu sur le marché, ce que vous entendez chez vos clients, par exemple? Alors bonjour à tous. Pour donner une définition rapide de ce qu'est le BIM chez nous pour Impact, mais ce qu'on pense ce qui devrait être universel, c'est par rapport à ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est surtout que souvent les acteurs se focalisent sur la maquette numérique. Quand ils entendent parler de BIM, ils pensent à de la 3D, à des maquettes numériques. Aujourd'hui, le BIM, c'est surtout avant tout un processus collaboratif, donc autour d'une maquette numérique, qui se sert de la maquette numérique pour faire un nouveau processus collaboratif, donc via le biais d'une maquette numérique qui est partagée entre tous. Donc c'est pour ça que la question de l'interopérabilité est importante, c'est pour pouvoir échanger cette maquette numérique
faire de la collaboration autour de cette maquette numérique et que tous les acteurs puissent y participer. Donc c'est pour ça qu'il y a une vraie question d'interopérabilité sur le BIM. Mais du coup, c'est pas qu'une question, on en a parlé en préparant cet échange, c'est pas qu'une question de solution, d'échange de données finalement. Ça questionne quoi plus largement pour les acteurs, leur manière de travailler ensemble? Voilà, c'est ça. Donc comme c'est un processus collaboratif, contrairement à ce qui peut se faire aujourd'hui sans le BIM, donc, où les acteurs travaillent un peu plus en silo, travaillent un peu dans leur coin. Donc le BIM amène à collaborer les acteurs, à faire collaborer les acteurs, tous ensemble, à se réunir autour de la table, autour de la maquette numérique. Donc vraiment, que ce soit au sein de la maîtrise d'œuvre, mais aussi que la maîtrise d'œuvre puisse dialoguer plus facilement avec la maîtrise d'ouvrage, et même chez les maîtres d'ouvrage, que chaque service, par exemple, d'un maître d'ouvrage, que ce soit le service patrimoine, le service travaux, le service gestion, exploitation, puissent collaborer ensemble. Donc c'est vraiment à tous les niveaux, tout au long des phases de vie du bâtiment, du cycle de vie des bâtiments, que les acteurs puissent collaborer ensemble, vraiment se réunir autour de la table. Donc c'est un sujet éminemment humain, après tout. Hein. On en a un peu esquissé quelques échanges tout à l'heure autour des sujets de communication, de transversalité, d'échange, de dialogue, de collaboration. Un sujet humain, un process, une méthode et pas seulement des solutions. Dominique Sénat, quand on a préparé cette table ronde, vous l'avez déjà fait un peu tout à l'heure, mais vous vous êtes fait l'écho, en tant que chef d'entreprise, de questions régulières que se posent les structures, les acteurs du marché, que vous représentez aussi. Est-ce que je peux dire quelque chose? Allez-y Dominique, oui. Non, en continuité de Oui. ce que j'ai entendu sur le travail collaboratif, ça a déjà été évoqué dans la présentation de Patriarche tout à l'heure. Il ne faut quand même pas dire que le travail collaboratif, il n'existait pas et que d'un seul coup, grâce au BIM, il existe. Heureusement que le travail collaboratif existe. Ce que j'ai remarqué quand même, c'est qu'il est d'autant plus vif, le travail collaboratif, qu'on se retrouve en face d'une nouveauté et de problèmes à résoudre. Quand il y a une dizaine d'années, quand on a commencé à faire des bâtiments BBC, personne ne savait trop comment on allait les faire. Les architectes ils disaient, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un bâtiment BBC? Et à ce moment-là, il y a eu un gros rassemblement des acteurs dans du travail collaboratif. Là, on voit que pour le BIM, c'est un peu pareil. C'est nouveau, on ne sait pas trop, on se resserre pour faire du collaboratif. Donc voilà, c'était juste pour dire que ce n'est pas le BIM qui fait du collaboratif, c'est quand même le bon management d'un projet qui fait qu'on fait du collaboratif. La question, c'était ? Ouais. Finalement, quand on est une entreprise comme vous, comme beaucoup aussi aujourd'hui, je vais en utiliser une pour vous... Voilà, un peu provocante, mais c'est volontairement. On se pose la question, est-ce que ce n'est pas un effet de mode finalement? C'était une des réactions, en tout cas une des questions qu'on peut se poser. Est-ce que comme le digital a été présenté à une certaine époque, comme beaucoup de nouveautés d'innovation, est-ce qu'on ne peut pas se dire ou se questionner sur est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est si... Je n'ai pas envie de dire effet de mode, parce que bon, on dirait qu'on est très futile dans le bâtiment et qu'on se met à faire n'importe quoi, n'importe comment. Par contre, il y a quelque chose d'indéniable, c'est qu'un d'un seul coup, il a été décrété que le BIM, c'était le seul avenir possible et qu'il fallait tous s'y mettre et que si on ne faisait pas du BIM instantanément, on était has-BIM. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Ah, je l'ai placé. C'est pas tout à fait ça. La question que je me pose plus en tant qu'utilisateur du BIM, je me positionne là en me différenciant des professionnels du BIM, les BIM managers, les AMO BIM. Bon, bah, eux, c'est leur job. Forcément, ils vous disent que c'est merveilleux. Mais nous, en tant que chef d'entreprise d'un cabinet, il faut qu'on fasse des... Combien de personnes pour resituer un peu? 20 personnes, d'accord. Le BIM, c'est une chose comme une autre. C'est aussi important que l'embauche de nos techniciens, que la démarche commerciale qu'on a et tout ça. C'est qu'un des aspects. Est-ce que cet aspect-là est incontournable? Je constate, moi, que ça ne va pas très vite. Alors, il y a peut-être des régions de France où c'est plus actif, je ne sais pas. Nous, on est à Chambéry. On est bien outillé pour en faire depuis 10 ans. Hein. On utilise des outils Plan Calnova là, depuis 10 ans. Donc, ce n'est pas l'outil qui nous manque, ce n'est pas même la formation, parce que nos techniciens et ingénieurs utilisent ça. Mais c'est plutôt la demande qui n'est pas forcément là très présente.
c'est une question que je me pose d'ailleurs. Qu'est-ce qui va déclencher un jour qu'on fait beaucoup plus de BIM? Alors, le bureau d'études que vous êtes aujourd'hui, par rapport à ces questions-là, vous y allez quand même. Oui, mais c'est parce qu'on nous a dit que si on n'y allait pas, on était mort. D'accord, donc plutôt Non. sous l'angle de... Non, mais j'exagère. Pas de la contrainte, mais... J'exagère. Je force un peu le trait, bien sûr, mais il n'empêche que c'est pas si évident que ça dans notre activité quotidienne d'ailleurs, je vous dis, depuis 10 ans, on est équipé. Nous, on a 2 projets en BIM depuis 10 ans. C'est peu. Ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, Julien nous dira, mais tu fais du BIM toute la journée, sans le savoir, comme M. Jourdan, peut-être. Mais il n'empêche des projets qui sont avec une convention BIM, avec un cahier des charges, un truc, on en a 2, alors qu'on sort 50, 70 projets par an. Donc, c'est pour dire que c'est quand même assez ténu comme développement. Et il faut se poser la question sur quel projet ça se développe. Alors, comme nous le disait tout à l'heure Clément Bonnet, est-ce que, n'étant pas un cabinet d'études structuré à l'origine pour le BIM, contrairement à d'autres, est-ce que vous dans l'écosystème Sinov ou des entreprises que vous côtoyez, est-ce que vous ressentez une crainte de se sentir à un moment donné largué, exclu, de passer à côté d'une chose, parce que justement vous n'êtes pas à l'origine structuré pour ça? Je ne pense pas que je ne suis pas à l'origine structuré pour ça, parce que je vous dis que depuis 10 ans, j'ai plutôt des outils. Je suis plutôt structuré à l'origine pour ça. Après, ma question, ce n'est pas est-ce que j'ai peur d'être mort demain. Ma question, c'est je traite avec des clients qui me mettent en concurrence avec d'autres. Et pour faire des projets, je dirais, normaux, je veux dire, c'est pas forcément le projet qu'on a vu de Patriarche, c'est un projet qui est assez conséquent. Donc peut-être que, mais sur des projets normaux, on fait 40 logements, on fait un hôtel, tout ça, notre client, il ne nous demande pas une maquette BIM. Notre client, il nous demande de lui sortir un projet avec des entreprises qui sont bien menées et que le résultat lui sert. Et c'est dans cette question-là, est-ce que je le fais mieux en BIM ou est-ce que je le fais mieux comme je le fais actuellement? Ouais, donc une question aussi de mettre le curseur au bon endroit en fonction du besoin et du marché et de rentabilité. La rentabilité, la question a été évoquée là, dans les petits questionnements. Qui paye le BIM? Est-ce que le BIM s'autofinance parce que, soi-disant, ça fait gagner beaucoup de temps? Ou est-ce que, malgré tout, sur des projets... Alors peut-être qu'une fois que les structures sont mieux organisées, elles le font plus vite, mais est-ce que ça nous fait gagner du temps? Moi, j'ai l'air de passer pour celui qui ne veut pas faire de BIM, mais j'assume. La question de la maquette numérique, par exemple. La maquette numérique, il y a quand même une importante notion du 3D qui permet de voir ce qu'on est en train de faire et d'éviter des erreurs. Quand vous faites un bâtiment, comme je dirais que 95% des bâtiments sont des parallélépipèdes. Oui. Et dans un parallélépipède, un ingénieur qui a une tête bien faite, il se repère sans maquette 3D. Donc, en termes de conception, tout ça, il n'a pas forcément besoin de la même chose que sur un bâtiment plus complexe. Voilà. Et donc, la question, c'est vraiment une question, à un moment, de productivité. Merci Dominique Sénat. Je m'adressais à Gilles Beretta, grand client, grand maître d'ouvrage, s'il en est dans la région, puisque vous êtes la région. Oui. Pour vous, le BIM, en tant que tel, et en termes d'enjeux, même question pour l'interopérabilité. À quel niveau ça se joue? Pour nous, la région, c'est déjà la connaissance de son patrimoine. Et derrière, on manage de la donnée. Et cette donnée-là, si on veut la manager, il faut la connecter à d'autres bases, d'autres briques de systèmes d'information. Donc on a tout intérêt à avoir des outils qui, dans l'âme, déjà, sont structurés pour échanger de la donnée, être paramétrés, et donc derrière, être interrogeables et pouvoir sortir des... Mais pourquoi faire? Eh bien, nous, clairement, c'est pour gérer, exploiter et maintenir les lycées. Ça représente chez nous 5,4 millions de mètres carrés. On a environ 4400 bâtiments, 307 lycées. À l'intérieur, on a également des logements de fonction. Il y en a près de 2900. Donc,
Chez nous, ce n'est pas tellement la complexité de l'information, mais c'est le besoin de la structurer pour pouvoir la manager et en faire quelque chose derrière. Et quand on fait le tour des différentes méthodes, des outils qui servent à manager de la donnée, aujourd'hui, dans le domaine du bâtiment, ce qui apparaît le plus évident, c'est le BIM, c'est la méthodologie, les outils qu'il y a derrière qui permettent le mieux de faire ça. Autant important par rapport aux différents séquençages d'un projet, comme on a pu le voir tout à l'heure aussi, autant important sur la partie conception que sur la partie exploitation-maintenance pour vous? Eh bien oui, puisque quand nous on récupère maîtrise d'ouvrage un bâtiment, on le récupère pour 10, 20, 30, 40, 50 ans. Donc il faut bien penser dès l'origine, dès la conception, qu'est-ce qu'on va faire. Tout à l'heure, un des intervenants, plus tôt dans la journée, expliquait qu'ils étaient partis de la fin. Ben oui, c'est ce qu'on essaie de faire. On part de la fin, on va même jusqu'à imaginer les futurs usages. Et puis on s'est dit, pour que ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut mettre au départ pour que ça puisse fonctionner? Vous parlez de management. Est-ce que c'est plutôt de l'interne ou plutôt de l'externe en termes de pilotage de projet? Interne et externe. Alors interne, expliquez-nous par exemple, ça impacte qui, quel métier, En interne, ça va être chez nous ceux qui font de la programmation, parce que déjà dès la programmation, il y a des choses à intégrer. Ça va être les chargés de patrimoine, les chargés d'opération qui construisent et maintiennent les lycées. Ça va être chez nous les personnes qui font les marchés pour les assurances. Pourquoi? Parce que quand on connaît bien son patrimoine, qu'on est capable de dire j'ai tant de mètres carrés, de tant d'ateliers, de tant de salles de classe, etc., on est mieux capable de ensuite négocier les contrats. Même chose pour l'entretien des surfaces vitrées, des sols, etc., etc. En interne et en externe, c'est, comme je le disais tout à l'heure, être capable de mettre à disposition certaines données de notre base à des ascensoristes, à des Socotec qui vont préparer des visites de contrôle annuelles sur les équipements électriques. Donc il y a plein de choses à mettre en place pour que derrière ça puisse fonctionner. Alors vous avez une vraie stratégie qui a été mise en place à l'échelle. On la creusera un peu tout à l'heure, mais en quelques mots, pourquoi une stratégie autour du BIM et comment elle se concrétise aujourd'hui sans entrer trop dans le détail, hein. On va faire un peu de teasing quand même. C'est la mise en place d'une charte qui a été préparée déjà depuis 2015. Une des toutes premières versions est apparue en 2015. En 2019, début 2019, on a fait un grand bond qualitatif. C'est de la communication en interne, de la culturation, c'est, comme il était dit encore une fois tout à l'heure, la culturation sur la donnée, sur le partage, sur le décloisonnement de partout, de tous les métiers. Ça fait bizarre d'aller dire à un programmiste, enfin en interne, de lui dire écoute, ce que tu as envisagé, demander au programmiste, est-ce que tu crois que si tu lui demandes un petit peu ça ne peut pas lui faire du bien? Ah bah si, peut-être. Donc on fait des réunions avec les programmistes nous disent ah bah oui, effectivement, et puis derrière l'archi nous dit ah bah ouais, effectivement, si vous mettez le code dès le départ pour la pièce, nous, ça va nous servir, et puis ça va servir sur toute la durée du projet. D'accord. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure, et des avancées. Alors, avant de finir cette séquence un petit peu, on remet un petit peu les choses à plat, on recadre un petit peu. Je vais quand même m'adresser à vous auditeurs. On a de la chance, je le dis, de vous avoir tous trois côte à côte aujourd'hui pour témoigner, apporter votre regard croisé en toute bienveillance sur votre vision du BIM. On reparlera des enjeux de l'interopérabilité dans un second temps. Emmanuel Di Giacomo, pour vous, Autodesk, on a parlé de Revit pas mal ce matin. Si vous deviez définir le BIM, vision, SOS, Autodesk, en une phrase, ça serait quoi? Alors en une phrase, ça s'appuierait en grande partie sur ce qui a été dit au préalable, c'est-à-dire que c'est un processus collaboratif entre tous les intervenants du projet, depuis les phases de planification, en passant par les phases de conception, de construction, pour aller jusqu'à la gestion et la maintenance, avec des objectifs, parce que le BIM sans objectif, ça n'a aucun intérêt, effectivement.
Donc les objectifs, c'est des objectifs d'amélioration de qualité des bâtiments, de performance des bâtiments. On parle beaucoup de performance énergétique, de performance structurelle. On sait qu'il y a des grands objectifs qui sont définis par l'Union européenne et on sait que la plupart des pays européens et du monde entier qui ont opté pour une obligation du BIM notamment, ils l'ont fait sur la base de ces obligations, c'est-à-dire réduction de l'empreinte carbone, réduction de la consommation énergétique des bâtiments. Si on prend des exemples comme le Royaume-Uni, effectivement, la stratégie du gouvernement, c'est d'effectivement passer par des processus intelligents de ce type pour atteindre ces objectifs. Par ailleurs, j'aimerais rajouter que le BIM, c'est aussi un épiphénomène. Parce que, par ailleurs, tout autour, on a vu ce matin parler de capture de la réalité, mais on aurait pu parler d'intelligence artificielle, de generative design, de robotisation. Et tous ces sujets-là, de big data, monsieur là, qui est en charge du patrimoine de la région, l'a souligné. Ce qui est important, c'est la data. Donc, qu'est-ce qu'on fait de la data à la fin ? Donc là, il y a un véritable enjeu, mais le BIM est un épiphénomène. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer actuellement. Il faut absolument prendre ce train, cette révolution dans le domaine du bâtiment. Merci. Je reviendrai vers vous tout à l'heure pour qu'on se pose les questions sur l'interopérabilité. Guillaume Vray, chez Alplan. Exactement. J'ai bien prononcé ? Parfait. Merci. La vision du BIM, c'est quoi ? Oui, bonjour. Et de l'interopérabilité, on peut y arriver tout doucement. D'accord. Oui, bonjour à tous d'abord. Effectivement, alors le BIM, pour moi, on va reprendre la définition de base. C'est de la donnée enrichie autour de la maquette. Ça reste quand même la base. J'ai envie de dire, voilà, il y a eu la transition qui est en train de se faire, comme vous dites tout à l'heure, du 2D qui va à la 3D. Est-ce que la maquette 3D m'apporte quelque chose ? Je reste personnellement convaincu que oui, qu'on n'a pas le choix et qu'il faut y aller. Et que ceux qui ne prendront pas le train, entre guillemets, de la maquette numérique ou du BIM collaboratif, resteront sur le quai de la gare. On se dit les choses. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre, je dirais, quand je regarde l'industrie du bâtiment par rapport à des industries comme l'automobile, l'aéronautique, l'industrie, ils sont largement, je pense, en avance par rapport au monde du bâtiment. Et je dirais, aujourd'hui, l'opportunité du BIM, c'est une vraie opportunité pour aller de l'avant et casser tous ces silos dont on parlait tout à l'heure. Les silos, voilà, il y a les gens qui font le fluide, les gens qui font la structure, l'architecte. Aujourd'hui, pour que tout ça s'apprenne et qu'il y ait une vraie valeur ajoutée, et on parle de bénéfices, comme on disait tout à l'heure, s'il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de gain, où est l'intérêt de faire des efforts ? Non, ça va vraiment être dans la communication, comme on parlait aussi tout à l'heure. D'accord, importance de la communication. Marc de Fleury, côté Trimble, finalement, quelle est la manière comment vous définiriez à la fois le BIM et puis en arrivant aussi progressivement vers cet enjeu d'interopérabilité ? Alors moi, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, donc j'ai pas grand-chose à ajouter. Non, je rigole. Je suis d'accord. Donc, pas d'accord avec... Non, mais je pense que déjà, la première question, c'est qu'est-ce que veut dire le BIM et qu'est-ce qu'on entend par le BIM ? Selon vous. Je pense qu'on ne parle pas tous tout à fait de la même chose sur le BIM. J'entends parler de 3D, 2D. Je pense que 3D est peut-être une des composantes. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas besoin de 2D. Un fichier Excel peut leur suffire pour faire du collaboratif et faire du BIM. Alors, juste, je me permets... C'est pas forcément mon intérêt, je suis Trimble, je ne vends pas Excel. Mais... Non, alors, juste un petit sondage. Qui utilise Excel dans son activité ? On me l'a fait, donc je me venge un petit peu. Qui utilise différents tableaux Excel interconnectés, qui communiquent entre eux ? Bon, vous faites du BIM, voilà, il paraît. C'est ça, Julien ? On fait du BIM quand on interconnecte des données. Je me permets de vous parler d'Excel. Non, mais c'est vrai qu'après, au niveau de la fédération, on a un groupe de travail. Bon, Dominique a donné sa vision, je suis un peu surpris parce que, bon, bref. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'effectivement, le BIM, c'est un acronyme qui veut dire Building Information Modeling ou Management. Si on fait les choses simples, pour nous, je pense qu'on est plusieurs à partager ça, on en a discuté avec les personnes qui sont présentes. On parle bien de management de l'information, et manager l'information au travers d'un building, donc d'un modèle de bâtiment. Manager de l'information, on ne dit pas, c'est pas écrit information 3D, c'est de l'information au sens large, donc c'est de l'information à la fois graphique, qui peut être de la 2D, de la 3D, et de l'information data alphanumérique, donc effectivement des données qui peuvent être issues d'un tableau Excel. Donc effectivement, à partir du moment où on structure de la donnée, on l'échange et on a la capacité effectivement, et on la digitalise, parce qu'il faut qu'elle soit interopérable aussi. Donc l'interopérabilité, la structuration de la donnée, etc., pour moi, on fait du BIM. Enfin,
pour nombre d'acteurs, d'ailleurs, on fait du BIM. Je veux juste répondre à Dominique quand même. Quand tu dis, par exemple, on fait du BIM, on a Plancal, etc., on pourrait faire du BIM, etc. Ce que je trouve un peu surprenant, c'est que souvent les personnes qui ont les outils justement pour pouvoir faire un processus BIM ne voient pas effectivement, ils restent dans les usages qu'ils pratiquaient auparavant. Ce qu'il faut des fois, c'est réfléchir sur les usages, qu'est-ce que je peux en faire de plus. Gilles Beretta, donc de la région, a parlé notamment de l'exploitation maintenance. Il faut savoir qu'auparavant, faire de l'exploitation maintenance avec des plans PDF ou des photocopies de classeurs de fournisseurs, je connais bien le sujet parce que je suis un ancien d'Eiffage, c'est complètement impossible. Enfin, on parlait de data digitalisée et structurée, c'est tout simplement pas possible. Donc il fallait soit faire des ressaisies, etc. Le BIM a un de ses intérêts majeurs, c'est effectivement de fournir une base de données transmissible et interopérable avec des outils tels que des GMAO et des GTB, des GTC. Donc l'intérêt du maître d'ouvrage, il est là. Après, il y a des intérêts qui sont propres à chaque entreprise, mais il faut bien avoir en tête, c'est quand on parle de BIM, on parle de tout ça. Donc digitalisation, structuration, information. Et le modèle 3D est un des éléments parmi tant d'autres. Merci Julien. Je vous redonne la parole. Je ne sais plus trop où j'en étais. Non, je rigole. Parler d'Excel, ça j'en suis sûr. Mais le BIM, effectivement, c'est un processus pour nous de fabrication. Et effectivement, je pense que la question est et c'était évoqué par M. Beretta, c'est comment est-ce que demain je vais pouvoir manager mon bâtiment et à partir de là remonter toute la structure jusqu'à la conception et l'architecture du bâtiment. Et effectivement, au centre de tout ça, il y a le I pour l'information. Et c'est vrai que dans nos solutions Trimble aujourd'hui, on a aussi, alors on a des solutions logicielles, vous connaissez certains d'entre vous peut-être, des solutions comme SketchUp plutôt qui est adressée à l'architecture, Tekla pour la structure. Dans le MEP, on a effectivement on a Nova ou Stabicad. Donc vous voyez, une solution indépendante avec Nova. Stabicad, une solution qui est on top of Autodesk. Donc moi, j'ai pas d'amis, d'ennemis. Et puis après, on a d'autres solutions type Vianova pour la VRD, etc. Donc on a beaucoup de solutions. Et effectivement, je rejoins un peu ce que disait Guillaume auparavant. Le BIM, finalement, c'est quoi? C'est le processus du numérique, de la digitalisation de ce métier du bâtiment en général, qu'on a connu dans l'industrie automobile ou aéronautique il y a 30 ans. Et on démarre tous en même temps. On a aussi une division chez Trimble qui s'appelle notamment MEP Content, où on digitalise le contenu de nos amis fabricants. Je suis plus spécialisé CVC, moi. Donc on digitalise les bibliothèques de Vaillant, de Saunier Duval, etc. etc. Ils démarrent en même temps que nous, les fabricants. Donc il y a les fabricants, il y a les architectes. Et on démarre tous en même temps avec des tas d'outils différents. Il faut qu'on arrive à trouver, pour faire la passerelle, comment faire l'interopérabilité entre toutes ces solutions-là. Et c'est là où c'est vrai que c'est pas si simple que ça aujourd'hui. Bon, je rebondis, je reste avec vous sur ce sujet. Alors, vous l'avez dit vous-même, hein, on l'entend depuis ce matin, il existe des tas de solutions. Des tas de formats, des tas de possibilités de les interconnecter ou pas, de les faire dialoguer ou pas, etc. Donc moi, mon rôle aussi, en préparant tout ça, c'était de me mettre un peu à la place du professionnel qui se questionne. C'est un peu la jungle. C'est un peu la jungle quand même. Hein. Tiens, le BIM, je vais y aller. Juste après, Gilles Charbonnel, d'accord. Une précision. Ou tout de suite, parce que vraiment après, on va enclencher sur l'interopérabilité. Juste revenir sur la donnée. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue, pour répondre à Dominique aussi, il ne faut pas perdre de vue que demain matin, puisqu'on est en train de travailler sur le carnet numérique, la DHUP, j'étais mardi au Conseil supérieur de la construction, la DHUP a établi les données du carnet numérique. Donc demain matin, il faut qu'on ait des éléments à mettre dans un carnet numérique. On aura un patrimoine numérique des bâtiments. Alors, comme l'a dit M. Beretta, qui servira à la maintenance, qui servira à plein d'autres choses suivant le maître d'ouvrage. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce carnet numérique, c'est demain matin. Donc il faut qu'on soit prêt à répondre à ce carnet numérique. Et puis d'autre part, je pense que le numérique dans le bâtiment, c'est une vraie opportunité, parce qu'on est en train de moderniser ce vieux monde. C'est une vraie opportunité, et cette opportunité, si les gens du bâtiment ne la saisissent pas, d'autres vont la saisir. On voit de plus en plus de gens beaucoup moins liés au bâtiment et plus à l'informatique arriver sur ce monde. Et je crois que si les gens du bâtiment et de l'ingénierie ne la saisissent pas, on va se la faire manger par d'autres. Voilà.
Merci pour cette précision. Alors, je précise tout de suite, on ne va pas entamer déjà le jeu des réactions avec la salle, on a un timing à tenir. Et vous aurez par contre toute l'occasion, promis, de poser vos questions, de réagir. Donc, notez vos questions. Plus il y en aura, mieux ce sera pour débattre. Donc, j'en étais arrivé au fait que, finalement, si on se met à la place d'un professionnel qui se questionne sur le BIM ou qui a déjà mis le pied à l'étrier, mais qui se pose la question du développement du BIM dans son activité, finalement... Qu'est-ce qu'on vous reproche aujourd'hui aux éditeurs dans cette jungle-là? Est-ce que vous jouez le jeu de cette jungle? Est-ce que vous êtes quand même concurrent? On pourrait se dire, tiens, il y a telle personne qui vient me vanter sa solution, telle autre qui vient me vanter sa solution. Est-ce que si je vais avec l'un, je vais pouvoir quand même collaborer avec l'autre parce que je sais que j'ai des partenaires sur le même projet qui utilisent plutôt tel ou tel format? C'est beaucoup de questions. Alors, je reste avec vous, Marc de Fleury, pour... tout le monde va y passer, hein, rassurez-vous. Pour, voilà. Aujourd'hui, question, qu'est-ce qu'on peut vous reprocher? Qu'est-ce que vous entendez? Abordons tout de suite les questions un peu qui grattent. On est là aussi pour les aborder. Non, ce ne sont pas des questions qui grattent, ce sont des vraies questions. Alors, encore une fois, je suis plutôt spécialiste Trimble Map, donc fluide. Donc, je peux prendre l'exemple, et en tant que directeur commercial, de comment ça se passe au niveau de mes commerciaux sur le terrain, par exemple. Là, je pourrais vous donner un vrai retour. Moi, mes commerciaux, aujourd'hui, quand ils vont voir des bureaux d'études ou des installateurs dans le domaine des fluides, on leur demande effectivement quelle est la solution idéale pour les fluides. Sachant que nous, chez Trimble, on a deux solutions. On a une solution indépendante qui est Nova, et puis on a des solutions, donc plugins d'Autodesk, AutoCAD ou Revit. Et globalement, on essaie de comprendre quel est le besoin du client surtout. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de sortir? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de devoir livrer derrière? Est-ce qu'en amont, est-ce qu'en aval de leur phase de travail, ils travaillent avec telle ou telle solution? Ils ont besoin de tel ou tel format? Souvent, la réponse, elle est j'ai besoin de produire du BIM. C'est pour ça qu'ils nous ont appelés. Alors déjà, qu'est-ce qu'ils veulent dire par BIM? Est-ce qu'ils ont besoin de fournir, on va pas se voler la face, mais est-ce que j'ai besoin de fournir un fichier en format RVT ou un format IFC ou autre format, notamment? Donc nous, on va essayer de comprendre le vrai besoin. Et après, si je peux faire un petit reproche, c'est souvent quand on nous contacte, c'est qu'on a besoin de produire du BIM pour demain. Et ça, alors là, je dérape un petit peu sur le sujet formation, mais nous, on a besoin d'être un petit peu au courant un peu avant. Ça ne se déclare pas. C'est pas parce que là, c'est pas parce qu'on est une grosse structure, qui a un responsable financier qui investit sur un logiciel et une formation que la structure est BIM. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça serait trop simple. Donc voilà, donc faut aussi regarder un peu ce côté-là. Ça veut dire qu'il y a aussi une certaine pression quelque part sur le marché, peut-être, qui se traduit peut-être de manière un peu dans la demande, quoi. Emmanuel Di Giacomo, sur cette question, alors quand on va voir Autodesk ou quand Autodesk va voir ses prospects, etc., on vous reproche quelque chose. Revit est très utilisé, on parle beaucoup de format IFC. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous reproche? Quelle est la question à laquelle vous êtes le plus confronté, ou quelles sont les résistances auxquelles vous êtes les plus confrontés, pour aborder directement ces questions-là? Alors, ce qui est reproché, mais bon, je ne pense pas que ce soit en partie... Des questions ouvertes, plutôt. Alors, ce qui est reproché, vous avez parlé tout à l'heure de close BIM, mais close BIM pas dans le sens fermé, mais dans le sens proche, en fait. Ce qu'on reproche à Autodesk, au-delà de Revit, c'est le fait qu'on ait eu une stratégie il y a à peu près une quinzaine d'années de développement d'une plateforme qui enregistre dans un format unique, donc le format RVT, donc permettant aux professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction de collaborer entre eux dans un même format. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Effectivement, ça a été une stratégie pour qu'il y ait effectivement beaucoup plus de collaboration entre tous les acteurs du projet, pour éviter qu'il y ait effectivement des translations de fichiers qui génèrent des déperditions, etc. Par contre, ça n'a jamais empêché Autodesk de travailler toujours justement sur le concept même d'OpenBIM et notamment du format IFC, pour justement être capable à d'autres technologies de venir s'interfacer avec justement cette plateforme pluridisciplinaire. Je rajouterais que ce que nous, on a tendance à répondre aussi, c'est que pour nous, le format IFC, notamment, mais je reviendrai sur la notion d'OpenBIM, parce que pour moi, elle est un peu galvaudée en France. La notion d'OpenBIM a toujours été dans les gènes d'Autodesk, puisque c'est en 1996 que nous avons décidé, avec une douzaine d'entreprises du monde entier, où il y avait AT&T, on parle beaucoup de Facility Management, il y avait Archibus, etc.,
nous avons été les premiers à vouloir justement cette création du format IFC. Alors sous la pression des utilisateurs, il est vrai, mais c'est comme ça que nous avons formé ce qui s'appelait l'International Alliance for Interoperability. D'ailleurs, les années qui ont suivi, très rapidement, Trimble et ensuite Nemetschek sont venus en fait participer parce que tous les éditeurs, et là je parle au nom de tous les éditeurs, ont voulu justement travailler sur ce format d'échange interopérable. Sur la notion d'Open BIM, ce qui est un peu dommage en France, c'est que on n'arrive pas, alors ça c'est lié à l'historique de l'explication de ce qu'est justement cette notion d'échange ouvert. C'est quand on parle d'OpenBIM, on pense uniquement à IFC. Mais il n'y a pas un seul format d'échange ouvert. Vous en avez plein pour les performances énergétiques. Vous avez GBXML. Pour tout ce qui touche au territoire, aux maquettes numériques de terrain, on va avoir du LandXML. Les Britanniques, quand ils ont besoin de récupérer pour le facility management toutes les données, justement on parlait de données qui vont servir à gérer le patrimoine, ils ont opté pour le COBI, donc c'est un type de format texte tabulé. Si on a besoin de faire de l'impression 3D ou de piloter des machines à commande numérique, on va être aussi obligé de s'interfacer. Donc on va avoir des formats qui vont être spécifiques. Donc l'interopérabilité, elle est bien plus large, l'interopérabilité ouverte ou fermée d'ailleurs, elle est bien plus large que tout cela. Et ensuite, en termes de possibilités qui sont ouvertes sur les technologies, nous on pense qu'il y a plusieurs axes. Il y a d'une part l'axe de l'interopérabilité ouverte et du format IFC, qui est extrêmement importante et qui, je dirais, est la numéro 1. Mais ensuite, il y a la capacité que des technologies BIM vont avoir à s'ouvrir aux autres applications au travers du développement sur ce qu'on appelle les API, Application Programming Interface. Et c'est pour cela notamment qu'Autodesk essaye aussi de développer des partenariats qui sont affichés publiquement avec des sociétés comme Bentley, comme Trimble, mais aussi avec le groupe Nemetschek et notamment Archicad. Nous avons des échanges assez réguliers, hein, dans les deux sens d'ailleurs. Ce qui est dommage, c'est que les utilisateurs ne le savent pas et quelque part c'est un peu logique parce que c'est extrêmement complexe, hein, toutes ces relations-là. Donc il n'y a pas une seule forme d'interopérabilité. Accéder à la donnée, ça peut se passer par les API, ça peut passer par le format OpenBIM, ça peut passer par les nouvelles générations de plateformes du type Common Data Environment, etc. Donc le sujet en fait est bien plus complexe. Et dernière chose, je rajouterais que le format IFC notamment, c'est un format d'échange et ce n'est pas un format de travail. Donc ça c'est très important. Donc, encore une fois, les utilisateurs ne savent pas. Voilà, c'est des données qu'on peut échanger, mais des maquettes qui n'intègrent pas l'intelligence finalement. Il y a une très bonne analogie. Alors, je vois une petite moue de Guillaume Vray, mais justement, alors Guillaume Vray, vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous exprimer sur quand Allplan ou Allplan, je sais plus, va voir est sur le marché, va voir ses clients, ses prospects, etc. À vous, vous avez ces échos aussi de difficultés rencontrées, de questions qu'on se pose quand on est un professionnel? Bien sûr. Très clairement, il y a le côté, effectivement, on parlait close BIM, open BIM. Moi, la définition que j'en ai, c'est le close BIM, c'est le fichier natif, fermé. Et l'open BIM, ça va être effectivement le fichier IFC de partage et d'échange. C'est comme ça que je vois un peu les deux aspects. Ensuite, Allplan, nous, on est vraiment spécialisé sur la partie architecture, BET structure, ouvrage d'art. Donc ça veut dire qu'effectivement, nous, c'est notre cœur de marché. On ne fait que ça. Typiquement, on ne sait pas faire de tuyauterie, des choses comme ça. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans cette partie IFC, c'est vraiment quelque chose qui est également, comme disait très bien Emmanuel tout à l'heure, c'est dans notre génétique. On ne sait faire que ça. Et du coup, on a besoin de le partager avec les autres acteurs des projets. C'est la règle. Dans le groupe Nemetschek, dont Allplan fait partie, on est 16 entités, 16 structures. Toutes ces structures sont chacune spécialisées dans leur domaine. Et le seul moyen qu'on a de consolider toutes ces données, c'est l'IFC. Donc les 16 structures, tout le groupe Nemetschek est dans cette logique-là de dire on doit tous collaborer entre nous, parce qu'on est toutes des sociétés indépendantes mais cousines, avec l'IFC. Ça, c'est la règle. Du coup, après, c'est vrai que quand on est sur le marché, on a une grande philosophie d'Open BIM, qui est d'ailleurs notre seule stratégie, c'est de partager, le partage. C'est pour ça qu'on a plein d'exemples. Enfin, on a eu l'exemple de Patriarche tout à l'heure, qui a très bien fait de l'Allplan avec du Revit, par exemple. Mais on a aussi des clients, par exemple, comme un grand donneur d'ordre, là, qui est Eiffage, notamment, dont on parlait tout à l'heure, qui utilisent notre plateforme qui s'appelle BIM+, Allplan BIM+,
Mais en fait, la philosophie de la plateforme, c'est de récupérer les différents formats IFC. Donc typiquement, sur un projet, on a eu un logiciel qui a été utilisé pour faire le bois, un logiciel qui a été utilisé pour faire la structure, un autre logiciel qui a été utilisé pour faire le béton. Et ces 3 logiciels-là, à un moment, il faut bien les assembler entre eux. Et FH, qui est le gestionnaire du projet, a besoin de venir enrichir cette donnée. Et donc, comment il fait? On revient sur ce que vous disiez tout à l'heure, Excel. Donc, en fait, on a récupéré les 3 maquettes IFC qui sont compilées entre elles avec les bons points de coordonnées. On récupère tout dans Excel avec un lien dynamique entre la maquette, l'élément de la maquette et la ligne Excel. Ce qui fait qu'il y a un lien dynamique pour voir où on est dans Excel. Parce que quand vous avez des listes avec des milliers de lignes, ce n'est pas facile de s'y retrouver. Et donc, du coup, on a une vue 3D qui est intégrée dans Excel. Alors, ça paraît simple, mais aujourd'hui, les choses les plus simples sont les meilleures. Finalement, c'est Microsoft qui truste le marché. Bill Gates, on essaie de s'adapter. Maxime, en tant que prestataire, vous accompagnez voilà, des entreprises, des clients, etc., qui veulent se lancer dans le BIM, et notamment par la méthodologie du BIM management. Ces questions-là, elles viennent très vite voilà, sur les solutions existantes, et finalement, on vous demande aussi à vous voilà, dites-nous quelle est la bonne solution. J'en veux une, la miracle, celle qui me servira bien, qui ne me bloquera pas. Alors, il n'y a pas de bonne solution, toutes les solutions sont bonnes aujourd'hui, mais ce qu'on disait au début, c'est que voilà, le problème du BIM aujourd'hui est plutôt peut-être du côté humain, notamment parce que voilà, il ne suffit pas de dire on va tout exporter en IFC pour qu'on arrive à tous échanger parfaitement. Parce que voilà, par exemple l'IFC c'est une norme voilà, où les logiciels arrivent bien à exporter, importer, mais ça ne définit pas tout. Donc notamment après il va falloir structurer aussi la donnée en fonction des différents objectifs, des différents usages qu'on a sur le projet. Donc par exemple comme le fait très bien la région dans sa charte, ils définissent des propriétés, des nomenclatures, des codifications en plus de la norme IFC, pour que toutes leurs maquettes soient homogènes, pour qu'ils puissent récupérer l'information facilement. Donc ça, il n'y a pas que les maîtres d'ouvrage qui ont cette chose-là à faire, même dans les projets, pour communiquer d'un architecte au bureau CVC, etc. Si on veut une donnée, il faut savoir où la chercher dans la maquette. Donc il ne suffit pas juste d'utiliser des outils, il faut aussi structurer la donnée en amont, donc avoir à faire ce qu'on appelle du BIM management, de réunir tout le monde autour de la table pour savoir comment on va échanger la donnée, etc. Ok, merci. Mais du coup, la question elle reste posée, elle existe chez les professionnels. Et donc, moi, je sens poindre quelque part un enjeu. On en parle depuis finalement le début de cet événement, la communication, l'accompagnement, la pédagogie. Comment vous faites finalement pour tout ce que vous nous expliquez là, en plus, ensemble aujourd'hui, c'est assez rare pour le souligner, et merci encore. Comment vous faites et qu'est-ce que vous envisagez peut-être déjà? Qu'est-ce que vous mettez déjà en place aujourd'hui et qu'est-ce que vous envisagez demain pour le faire savoir, pour accompagner, faire de la pédagogie? Dominique, n'hésitez pas aussi à nous interpeller sur ce qui vient d'être dit. Mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et qu'est-ce que vous envisagez encore demain? Vous travaillez déjà ensemble, vous évoquiez tout à l'heure, Emmanuel, une instance. Il en existe une autre au sein de laquelle vous collaborez? Oui, en fait, ce qui a suivi International Alliance for Interoperability, juste un an après, c'est Building Smart International, que beaucoup d'entre vous connaissent, représenté pendant très longtemps en France par Mediaconstruct, qui a été renommé l'année dernière Building Smart France. Donc, Building Smart International définit justement la norme et son évolution. Elle est subdivisée en ce qu'on appelle des rooms. Donc vous avez des rooms pour la partie infrastructure, bridge, road, airport, facility management, etc. Et vous avez d'une part tous les utilisateurs qui se réunissent au sein de de cette institution. Éditeurs ou utilisateurs? Les deux, en fait. Ah, d'accord. Donc les entreprises aussi. D'accord. Voilà. Alors, à la tête de Building Smart International, vous allez retrouver effectivement les éditeurs. Donc, vous avez notamment le groupe Nemetschek, vous avez Autodesk, vous avez Trimble. Vous avez aussi de nouveaux arrivants, là, assez récents. L'année dernière, j'ai vu des éditeurs, notamment européens. Et vous avez tous les acteurs du projet qui sont représentés, les grandes entreprises de construction,
les grandes ingénieries, les grands constructeurs, donc qui viennent échanger. Notamment, il y a une room qui est assez importante, qui est la plus importante, c'est autour du rail, où là, vous avez les plus grosses sociétés, notamment chinoises et japonaises, qui viennent parce qu'ils souhaitent, ils ont compris que c'était un enjeu stratégique de définir la norme pour les années à venir et pour être sûr d'avoir une pérennité de leurs données 30 ou 40 ans après. Et ils savent que c'est aussi une guerre commerciale, de toute façon, d'avoir le leadership sur un standard donné. C'est quoi ça? Le rail, c'est tout ce qui touche au milieu ferroviaire. C'est pas la musique. Non, Et vous avez les représentations nationales. Ouais. Vous avez des représentations nationales. Donc en France, vous avez le chapitre français de Building Smart, où il y a notamment un groupe qui travaille sur des guides des bonnes pratiques, comment on échange d'un logiciel A vers un logiciel B. Et ensuite, vous avez des initiatives, on va dire, privées. Donc nous, typiquement, on met à disposition un certain nombre de documents, des livres blancs, des vidéos, des documentations d'une cinquantaine ou d'une centaine de pages sur les échanges IFC entre les différents acteurs du projet. Qui est au courant de ce type d'instance dans la salle, à main levée, que les éditeurs travaillent ensemble? Petit message. Donc voilà, c'est bien aujourd'hui. Voyez, donc il y a et donc au sein de ces instances, de cette instance, Building Smart International, cet enjeu-là, cet écho du marché, j'ai envie de dire même cet appel du marché, de dire, expliquez-nous comment demain, avec telle solution, je pourrais justement échanger mes données, interagir avec d'autres opérateurs qui utilisent d'autres opérations, faire en sorte que nos maquettes interagissent, communiquent. Comment vous faites pour le faire savoir ? Guillaume Vray. Je pense que globalement, pour le faire savoir, il y a quand même beaucoup de communications qui sont faites sur le sujet, sur la partie IFC Open. Excusez-moi. Il y en avait beaucoup qui ont levé la main à droite quand même. Ça ne se voyait pas, c'était dans l'ombre et là ça se voyait pas. Grosso modo, faites-moi confiance, c'était quand même une minorité. Bon, ok. Non, mais c'est justement vers là qu'on va aller pour commencer à avoir ce fameux gain, ce gain de la transformation numérique dont on parlait. Aujourd'hui, on est quand même encore en silo. C'est-à-dire que l'ingénierie fluide reste dans son côté ingénierie fluide, l'ingénierie béton reste de son côté, le CBC et ainsi de suite. L'idée, c'est qu'une fois que tous ces silos vont être un peu cassés et qu'on va pouvoir enrichir de la donnée, ça va marcher tout seul. Je prends l'exemple là d'un client qui fait principalement tout ce qui est station d'épuration, toutes ces choses-là. Dedans, il y a quoi? Il y a 2 corps de métier, le piping, un peu d'équipement, très peu, et puis après tout ce qui va être génie civil avec des formes assez complexes, des tronconies, des choses comme ça. Il y a 2 solutions qui ont été choisies. Une solution qui est de la mécanique, assez dingue pour faire de la tuyauterie. Et une autre solution, qui va être du coup à le plan pour faire les autres projets. Ce qui est super, c'est qu'on a construit toute l'offre avec ce client, parce que je reviens sur le début du projet, c'est comment vous travaillez aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire, analyse de besoins, enfin on a fait toutes les étapes, comme ça avait été très bien expliqué en début d'après-midi. Et à la fin, le facteur de convergence, c'est l'IFC. Donc en fait, il y a une des solutions qui est devenue master du projet, dans lequel en fait là, on vient intégrer les données. Et moi, typiquement, dans la solution Alplan, on n'a pas vocation à venir modifier la tuyauterie. Par contre, ce qu'on va venir faire, c'est analyser tous ces clashs, toutes ces interactions, toutes ces trémies, pour que tout se passe bien. Avec 2 corps de métier différents. Dominique Sénat, une réaction? C'est pas une réaction, c'était une question aux éditeurs peut-être. Moi, je m'interroge pourquoi certains maîtres d'ouvrage ou peut-être certains majors qui veulent que leur projet se fasse en BIM, on arrive à dire je veux que tous les acteurs travaillent avec ce logiciel-là. Donc ça, vous l'entendez? Oui. D'accord. Qui entend ça? Ouais. Bon, on va pas en dégager de grandes tendances, mais bon, voilà, ça existe. Oui, il y en a. C'est beaucoup. Oui, il y en a, oui, non, mais complètement. Donc, qui les a payés? Il les a payés, c'est ça? Là-dessus, je vais faire un premier élément. Et aussi Marc de Fleury par la suite pour réagir. Oui. Premier élément de réponse, je pense que ça, effectivement, c'est en train de changer. Si on prend tous les gros projets comme le Grand Paris, toutes ces choses-là, désormais, on va vraiment dans une logique de pérenniser la donnée. On parlait tout à l'heure exactement l'exemple de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, tout recevoir dans un format natif, qu'est-ce qui nous dit que dans 1, 2, 3, 5, 10 ans, 15 ans, on va savoir réouvrir cette donnée? On ne sait pas. Déjà, entre 2 versions, entre une année 2018 et une année 2019, ça peut être chaotique.
Donc autant dire que dans ce cas-là, il faut vraiment s'aligner vers un format commun. On a la chance dans le monde du bâtiment aujourd'hui d'avoir ce format-là commun. Je pense que la réponse, elle est toute trouvée. Non, mais Tel format, telle solution. C'est ce qu'il vous faut. Oui, alors effectivement, on y travaille au sein de différentes associations. La problématique un petit peu qu'on peut y voir, enfin en tout cas que moi j'entends du retour terrain, c'est oui, c'est vrai, c'est bien, mais on a besoin de produire tout de suite. Mais on a besoin de produire tout de suite. On ne peut pas se permettre d'attendre. Et c'est vrai qu'à cela, c'est aussi à nous d'essayer d'y trouver des solutions. Donc on a nous, dans notre domaine, on a diverses solutions. On a des solutions. Notamment, on propose des petits bouts de logiciels, des apps qui permettent par exemple de faire de l'import-export de Excel à Revit. On revient à Excel, mais qui permet de simplifier la programmation dans Revit ou au contraire de sortir de Revit des data en fichier Excel pour pouvoir les réimporter dans d'autres logiciels. Voilà, ça c'est des solutions. On a une solution chez Trimble aussi qui est assez intéressante qui s'appelle Trimble Connect, qui va permettre d'aller interfacer votre logiciel structure de Tekla, votre logiciel MEP qui peut être StabiCAD par exemple. Mais au-delà des solutions Trimble, parce que dans ce cas-là, on est dans une solution que Trimble, on peut importer du Revit. Et on peut réimporter du Tekla Structure avec du Revit, par exemple. Et je pense que c'est aussi ça qui est important aujourd'hui pour ne pas rester bloqué sur une solution d'un éditeur. Donc voilà, donc on essaie d'y participer de cette manière-là. Oui, alors vous avez été tous les trois, quand je vous ai posé ces questions pour préparer, à me dire aussi, il y a aussi une autre chose qu'il faut dire, importante aujourd'hui, c'est que quand on nous pose ces questions, ça reflète aussi un manque peut-être de maturité, un manque de connaissances, peut-être un manque de formation de la profession sur ce sujet. Vous m'avez parlé de formation à la fois initiale, les écoles, privées, publiques, universitaires et autres, et de la formation continue. Quel est votre constat, Emmanuel Giacomo, sur ce sujet? On reviendra ensuite auprès de M. Beretta, parce que vous imaginez autre chose pour la région, finalement. Vous développez autre chose. Oui. On verra tout à l'heure. Est-ce que je peux juste dire un mot par rapport à votre question précédente, parce qu'elle est intéressante. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près une dizaine d'années, au moment de la grande crise de 2008, donc 11 ans pour être plus précis, aux États-Unis, il y a une prise de conscience de l'importance du BIM. Et l'une des solutions, alors le BIM, c'est ni un logiciel, ni un format, ni Excel, ni base de données, mais l'un des conseils qui avait été fait, c'est que Revit était, peut-être parce que c'était aux États-Unis, mais parce qu'aussi il permettait cette pluridisciplinarité. C'est vrai qu'on entend souvent des entreprises de construction ou des ingénieries demander, voire imposer, je suppose qu'on parlait de Revit, puisque c'est l'un des logiciels les plus demandés. Clairement, moi, pour l'avoir vécu, il y a eu aussi des benchmarks qui ont été faits à cette époque-là par les entreprises de construction, très très durs, des benchmarks où ils ont testé en fait toutes les applications. Et pour eux, je fais juste une réponse assez rationnelle, si vous voulez. Pour eux, le choix de Revit, puisqu'on en parle, il a été lié à plusieurs choses. La pluridisciplinarité, l'ouverture aux API. Pourquoi? Parce que pour eux, ça leur a permis de développer leurs outils méthodes sur la base de Revit. Donc tout leur savoir-faire, finalement, c'est en grande partie les méthodes. Et Revit leur a permis cette chose-là, et il permettait aussi l'interopérabilité IFC. Parce que ce n'est pas parce que vous allez imposer un logiciel A, B, C ou D qu'il n'est pas ouvert. Je dirais que ce phénomène-là, de toute façon, on le voit pour n'importe quel type d'application. Nous, on n'est par exemple pas leader dans tous les domaines. Sur la partie structure, typiquement, Tekla Structure, c'est un outil que vous retrouvez partout parce que c'est, je dirais, la Rolls des outils pour faire de la structure, notamment sur la partie métal. En ce qui concerne la partie éducation, moi, ça fait à peu près 17 ans que je forme des profs de tout type d'école, des profs de lycée professionnels, des profs de lycée technique, des profs d'archi, des profs d'ingé. Je suis passé par les plus grandes écoles. Et effectivement, on constate, hormis pour les filières STI et les filières pro, où là, il y a eu une décision du ministère de l'Éducation nationale qui était liée au premier Grenelle de l'environnement, et on s'était rendu compte qu'il y avait un déficit flagrant de jeunes formés justement sur le BIM et les nouvelles technologies. Eux, ils ont dit, on va l'imposer, donc tous ces jeunes-là, ils seront obligés d'apprendre Revit, Allplan, etc., plus toutes les applications qui permettent de faire de la simulation, etc. Donc il y a eu une prise de conscience. Il y a eu des décisions, il y a eu une obligation justement d'enseigner à ces nouvelles générations
toutes ces approches-là, on parlait de capture de la réalité, c'est aussi le cas. Malheureusement, dans les écoles d'architecture et dans les écoles d'ingénierie, je dirais que c'est limite une calamité, parce qu'on va leur apprendre à servir de temps en temps de logiciels de modélisation 3D, mais qui dit modélisation 3D dit pas particulièrement BIM. Et pas particulièrement interopérabilité. Encore pire. Encore moins, parce que c'est notre sujet. C'est vraiment dommage que déjà de base, en première ou en deuxième année, on n'explique pas à toutes ces jeunes générations, vous serez confrontés à ces nouvelles approches, à ces nouveaux processus. Donc déjà, quels sont les impacts sur l'organisation de vos métiers ? Comment vous allez travailler, comment vous allez échanger, quels sont les impacts juridiques, on a parlé tout à l'heure de juridique, et ensuite on pourra peut-être commencer à parler d'outils, et d'outils de manière, je veux dire, assez vaste, et ensuite d'échanges, parce qu'il faut y aller progressivement. Ça peut paraître assez dur quand même d'entendre ça, mais c'est le cas partout, pas que en France. Alors il y a des pays, je dirais, heureusement ou malheureusement pour nous, où je dirais que les jeunes sont quand même un petit peu mieux formés sur toutes ces nouvelles approches. Pour le constater, vous avez notamment l'Italie, vous avez les pays d'Afrique du Nord, vous avez l'Espagne aussi, vous avez des jeunes qui sont très très bien formés. Et d'ailleurs, on voit tous ces jeunes qui viennent travailler en France parce qu'ils ont une excellente formation, si vous voulez. Donc ça a tendance à changer parce qu'on a des formations continues du type le Master BIM des ponts et chaussées et de l'ESTP. Vous avez l'équivalent au niveau du CESI, mais dans les formations initiales, malheureusement, ce n'est pas pyramidal comme au niveau de l'éducation nationale. Si on prend les écoles d'archi, c'est le ministère de la Culture. Eux, ils n'ont rien compris à ce qui est en train de se passer dans ces métiers-là. Donc il n'y a pas une prise de conscience par rapport à ces changements dans les métiers. Et alors, Guillaume Ray ou Marc de Fleury, concernant la formation continue. Alors, est-ce que déjà vous partagez le constat d'Emmanuel Giacomo sur formation initiale, pas au niveau, ou retard en France, pour résumer. Et deuxième question, qu'en est-il de la formation continue, selon vous ? Alors, je ne suis pas assez expert pour pouvoir juger si c'est suffisant ou pas. Là-dessus, je ne vais pas m'avancer. Ensuite, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, l'éducation, c'est comme tout, en fait. Je reprends un peu ce que disait Marc tout à l'heure. Quand on a des gens qui viennent en formation, en initiation Alplan, c'est 5 jours, coffrage, ferraillage, armature. Au bout de 5 jours, on ne peut pas dire que les gens qui partent de chez nous, on les a formés au métier, on les a formés au logiciel. Donc là, il y a une vraie... Au logiciel et pas à la méthode et au processus BIM. Voilà. On les a formés à la solution. Et quand après, on va commencer à parler BIM collaboratif, là, on a des formations spécifiques à ce que c'est qu'un BIM manager. Et proposé par vous, oui. Mais pas que. Oui, pas que. Je pense qu'on n'est pas... les L'offre est riche. On entendait quand même tout à l'heure dire, je ne sais plus, dans un des retours d'expérience, les entreprises expertes, etc., bonnes sur ce sujet-là, sont rares. Mais après, c'est pareil, dans ce sens-là, par rapport à la formation, la meilleure, à notre sens, la meilleure façon de le faire, c'est quand on va commencer à démarrer un projet, c'est qu'on vienne faire de l'accompagnement vraiment à la carte, l'accompagnement personnalisé. Et ça sera la meilleure formation. Au lieu de faire venir des gens dans une salle, de se poser en disant voilà, on va faire le projet comme ça, et repartez chez vous et faites-le. Un peu comme on disait tout à l'heure avec la présentation du projet que vous avez fait, qui était un beau projet. Vous l'avez fait avec de la méthode, en vous posant la question, l'analyse des besoins. Et là, ça va être l'accompagnement. Mais vous le faites déjà, ça, ou pas ? On le fait déjà. L'accompagnement sur projet, chez Trimble ? Oui, bien sûr, on fait tout ça, formation initiale, accompagnement au cas par cas. Et puis il y a un point qui manque, qu'on n'a pas évoqué, c'est la pratique derrière. Parce qu'effectivement, on pratique sur nos outils. On forme sur nos outils. Normalement, vous avez plutôt, je dirais, la formation métier de votre côté. Bon, même si nous, les gens qui forment sur nos outils, sont des gens du métier. Mais après, derrière, il faut pratiquer. On a effectivement des partenaires qui parfois reviennent vers nous et qui nous disent tiens, finalement, on a eu votre logiciel, mais en la pensant n'est pas servi, ça fait 6 mois qu'on l'a. Et derrière, ils n'y arrivent pas. Bah oui, et c'est là où il y a le timing qui compte. Je citais tout à l'heure le fait que c'est pas parce qu'on vous dit qu'on vient vers nous, éditeur, tiens, ça y est, il faut que je produise du BIM demain, fournissez-moi un logiciel, une formation, ça ne marche pas comme ça. Il faut réussir à prévoir au moins 6 mois, 1 an, enfin peut-être que ça dépend des logiciels avant, pour pouvoir être prêt le jour J où il y aura besoin de délivrer un projet BIM. Et pour rebondir sur la première question au niveau de l'éducation, moi j'ai connu la problématique pour moi quand j'étais Stabiplan France, avant que Stabiplan soit racheté par Trimble il y a 1 an et 3 mois, pour ceux qui ne sont pas au courant. On avait besoin d'embaucher, nous, des spécialistes, on n'en trouvait pas.
Difficile. Donc c'est vrai que j'ai la chance, on avait nos bureaux parisiens en traversant le périphérique. Et vous êtes dans un réseau quand même où c'est pas forcément le cas au contraire. Alors justement, des c'est là entreprises. où je voulais en venir. Et donc je cherchais des spécialistes comme les gens qui sont dans des BO chez des installateurs. Et je me suis aperçu que j'en trouvais pas et que tous nos clients on cherche quoi. Tous nos clients on cherche. Donc on a traversé le périphérique, il y a le lycée Raspail de l'autre côté de notre bureau et on a commencé à discuter avec le lycée Raspail pour voir comment on pouvait essayer de les aider au niveau des professeurs, de leur fournir les logiciels gratuitement, de les former pour au moins donner des notions aux étudiants. Et là en l'occurrence c'est des BTS FED notamment. Et donc voilà, donc on fait ça régulièrement. Donc aujourd'hui on fournit, on a pas loin en fluide, on a pas loin de 80 écoles qu'on fournit en logiciel, qu'on fournit en formation. On essaie d'assister les professeurs. Je pense que leur plus grosse problématique, et encore dans cette filière, il y a une vraie volonté du ministère, donc ça aide, mais ils n'ont pas assez d'heures non plus pour pratiquer en interne également. Encore la question du temps. Voilà. Maintenant, dans les réactions tout à l'heure, quelles sont les difficultés? On a eu la formation et on a aussi eu le temps de formation. Ouais. Le temps à consacrer à sa formation. Et je dirais que quand on fait une petite... Et puis après, je te repasse la main, Emmanuel, mais dès qu'on fait une petite intervention dans un amphi de ce type d'école et qu'on a un amphi de 120 étudiants, qu'on fait une démo et qu'on a une demi-heure ou une heure pour montrer et qu'on voit quelques yeux briller, déjà, c'est en partie gagné, on sent qu'ils vont y aller. Donc nous, on a tendance à essayer de fournir des logiciels pour qu'ils puissent, c'est triste à dire, mais sur leur temps libre, pratiquer. Ah. Et derrière, on voit des étudiants qui sortent des projets assez incroyables. Parce que quand on veut, aujourd'hui, on peut quand même trouver pas mal de data aussi et d'informations sur Internet. Oui. Oui. J'ai une réaction. Alors, vous êtes privilégié, hein, Gilles Charbonnel, dans la salle pour l'instant. Je voulais juste réagir, un peu moins que Dominique Sénat, mais je voulais juste réagir sur la convergence des formats, mais je vais profiter de la formation. Je crois qu'effectivement, c'est pour ça que l'action 5 chez ADN est axe sur cette formation. Je crois que la formation, il ne faut pas qu'elle soit que sur les outils. Et vous l'avez bien compris tous, puisque vous faites vous confortez vos formations outils par des formations processus. Et je crois qu'il faut absolument qu'on travaille sur ces processus. Alors il y a des écoles qui y travaillent, la maîtrise de l'école des ponts, mais je crois qu'il faut qu'on travaille effectivement sur ces processus. L'action 5 d'ADN, c'est ça, c'est travailler sur de l'ingénierie de formation sur les processus. Et je crois que quand on aura répondu à ce besoin de formation sur les processus, on va aussi retravailler sur la convergence des formats et la normalisation, parce que l'action 3, c'est ça aussi. Il n'y a pas que BSI, l'AFNOR travaille sur de la normalisation. On va travailler aussi sur ces convergences de formats. Je ne sais pas si la réponse aujourd'hui, c'est forcément l'IFC, je ne sais pas. Mais je crois que la formation est indispensable. L'IPTIC, puisqu'on peut en parler, l'organisme de formation de Sinov, aujourd'hui, a plein de formations il y a de l'ingénierie de formation et des formations sur les processus et autres que purement l'outil. Je crois qu'il faut sortir de ces formations purement outils, parce que sinon on n'y arrivera pas. On n'est pas dans la démarche, et j'en ai terminé, on est dans une démarche autre que la démarche changement d'outils qu'on a tous connue dans les années 90, c'est-à-dire on laisse le T et le rotring pour passer à AutoCAD, pardon, mais pour les autres, pour passer à un outil dessin informatisé en DAO, et là c'est pas le même processus, il y a vraiment un processus différent, il y a de l'échange de données, il y a de l'échange collaboratif différent, même si je suis convaincu comme Dominique que le collaboratif existait avant et qu'on ne travaillait pas que en silo, heureusement, sinon on aurait quelques soucis. Mais voilà, je crois que la formation c'est important, mais la formation sur les processus, on y travaille au sein d'ADN à travers l'action 5. Merci. Alors, j'ai connu le rotring aussi, c'est un peu vexant quand même, tout ça. Une réaction très rapide. Emmanuel Giacomo et Dominique Sénat, parce qu'on a perdu un peu de temps et j'aimerais vraiment que Gilles Beretta, venu avec du très concret, nous présenter quelque chose, ce qui va intéresser tout le monde. Je voulais réagir parce que Maxime a dit quelque chose de très vrai tout à l'heure. Il a dit c'est pas parce qu'on est formé effectivement qu'on est capable d'échanger avec les gens. Un exemple très simple, c'est je suis formé sur un logiciel, mais je vais faire une poutre avec un bout de mur ou un escalier avec une dalle. J'exagère volontairement. C'est du vécu ou pas? Oui, d'accord. C'est du vécu. Donc, je vais faire des échanges. Effectivement, après, on ne comprendra pas que ça ne fonctionne pas. Il y a ça. Mais aussi, il y a, il y a ce changement de culture. Et
les utilisateurs doivent aussi comprendre qu'il y a des habitudes à prendre. Des nouveaux modes de travail, hein. Oui, nouveaux modes de travail, aussi de s'informer sur ce que ça change, encore une fois. D'accord. Par rapport aux écoles, juste une chose, quand vous avez une école d'architecture ou d'ingénierie qui fait 7 heures de formation sur un semestre, même sur un outil, parce que bon, les processus, malheureusement, ça devrait exister, mais ça n'existe pas, ben, on peut se poser des questions sur la capacité des élèves. Moi, pour donner un ordre d'idée, je ne vais pas citer l'école par respect, mais une double formation architecte-ingénieur en 3e année, je demande qui a entendu parler du BIM dans une classe de 50 personnes. Vous avez 4 personnes qui lèvent la main. Donc, pour moi, ce n'est pas logique, si vous voulez. Non, Donc, il y a quelque chose à faire de ce point de vue. D'accord. On viendra peut-être dans les enjeux tout à l'heure. Et Dominique Sénat, vraiment rapidement pour Gilles Beretta. Je voulais juste dire que apparemment la formation initiale est très défaillante, mais quand même l'essentiel de la formation dans nos entreprises, c'est de la formation continue. C'est-à-dire que d'une part, parce que le BIM, ça arrive et puis d'autre part, ça évolue tellement vite que la formation, c'est en permanence. Nous, cette semaine, on a 3 jours Trimble qui est chez nous pour former encore, comme tous les ans, les gens. D'accord. Oui, la formation continue et initiale. Alors, on a la chance de vous avoir avec nous, Gilles Beretta, pour nous partager quand même plus qu'une stratégie, une vraie initiative, un vrai gros projet. Vous nous expliquiez tout à l'heure que la région Auvergne-Rhône-Alpes s'était saisie de ce sujet du BIM pour en faire déjà une feuille de route, une vraie feuille de route, une charte. Ça va jusqu'à où aujourd'hui ce projet? Ça prend quelle forme? Moi j'ai intégré la région en mai 2015 et depuis 2014 il y avait eu un embryon de dynamique sur notre patrimoine, on ne le connaît pas très bien, il va y avoir la fusion, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Donc il y avait eu déjà une première démarche de structuration de la donnée, d'écrire noir sur blanc quels étaient les besoins de la région. Donc il y a eu une première version de la charte BIM. La charte BIM, c'est bien l'exposé des besoins généraux. Donc cette charte, c'est à destination des acteurs, des entreprises, elle est disponible, on la trouve? Oui, bien sûr, elle est disponible et si on peut la partager, tant mieux. Je pense que ça sera pas un souci. On a eu un gros saut qualitatif avec la dernière version où on dit exactement ce qu'on veut faire. En termes de gestion, exploitation, maintenance, on aborde quelques usages futurs, un petit peu la structuration, l'architecture du SI, et également comment, de manière très exhaustive, on veut avoir nos IFC structurés. Alors, pourquoi IFC, format d'échange, etc. Comme le disait M. Di Giacomo, les Chinois ont envie d'avoir la connaissance de leur rail pendant 40 ans. Et ben, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un peu les Chinois des lycées parce que nous, on a envie de garder notre connaissance du patrimoine. Et puis, il y a aussi la problématique des marchés publics. On n'a pas le droit de dire on veut telle solution, on veut ci, on veut ça. Donc, le travail sur la charte et la définition des besoins est d'autant plus important que plus on sera précis, et plus les éditeurs, tout le monde de l'ingénierie, enfin tous ceux qui gravitent autour du BIM et qui sont capables de proposer des solutions, sauront dire, bon ben là on a des difficultés, on va travailler là-dessus, on va s'associer avec telle personne, et voilà, finalement on est aussi là dans du BIM, dans du collaboratif, pour répondre aux besoins de la région. Donc cette charte-là, elle a été mise au point depuis maintenant 3 ans, avec des expérimentations, on s'est cassé la figure, on est remonté, on a réécrit les choses, on a échangé, on l'a soumise à des projets tests, et puis elle va continuer à vivre parce qu'on a besoin de la confronter à la réalité. Ça va plus loin aujourd'hui. Vous lancez quelque chose? On lance quelque chose, oui. Votre plateforme? Alors, cette plateforme-là, c'était pour faire un parallèle avec le monde des SIG, des systèmes d'information géographique, où ça fait quelques années déjà que dans le domaine, les problèmes d'échange, d'interopérabilité ont été résolus, notamment avec la directive Inspire qui a concerné les données géolocalisées.
a dit, bon ben voilà, dans le domaine de l'open data, les données géolocalisées, au niveau européen, si on veut échanger et que l'information circule, voilà comme l'information doit être structurée et mise à disposition des autres. Finalement, si on fait un parallèle avec ce que la région veut faire, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que nous, on veut structurer notre donnée et ensuite, dans une certaine mesure, la mettre à disposition des différents acteurs, en interne comme en externe. Et donc, le Centre régional Auvergne-Rhône-Alpes pour l'information géographique fait partie des nœuds du réseau Inspire en France et il propose les données géolocalisées à tous leurs adhérents. Je suis la commune de Lyon, je veux avoir accès à certaines données géolocalisées, je m'inscris au CREG, j'adhère et j'ai accès de manière très simple à tous les jeux de données qui sont accessibles sur mon territoire. Alors ces données géolocalisées, elles ont une utilité dans un projet plus global, potentiellement d'urbanisme, oui. Par exemple. Du coup, c'est là que ça devient intéressant pour le sujet du BIM qui nous rassemble. Quand je parlais du système d'information, l'idée c'est vraiment d'avoir le patrimoine qui va s'intégrer dans ce qu'on va appeler la maquette numérique urbaine. Finalement, c'est le mariage SIG, maquette numérique, le bâtiment, et le bâtiment vraiment posé dans son environnement. Donc, le fait d'avoir une structuration des données qui est faite pour l'information géographique, si on arrive à se rapprocher du côté patrimoine bâti de cette structuration-là et de mettre en place le système d'information qui permet le couplage et l'échange de données, c'est tant mieux. Alors cette plateforme, vous en êtes où ? Elle existe ? Cette plateforme, oui, bien sûr. Je pose la question, mais je connais la réponse, hein, vous en doutez bien. Vous allez nous faire une petite démo ? On va voir à quoi ça ressemble. Alors logiquement, vous prenez la main. Ça ne devrait pas tarder. On a fait le test tout à l'heure. Hein. Voilà, on y est, c'est ça ? Voilà, donc là j'ai ouvert un logiciel de système d'information géographique, QGIS, un logiciel libre, dans lequel j'ai déclaré des couches, des sources de données. Je ne sais absolument pas dans quel format elles se trouvent. Moi, ce que je veux, c'est que je veux accéder à des données, point barre. Quand je me connecte à mon serveur, je vous montre rapidement comment on peut faire. Ce sont des protocoles, ce sont des standards web ouverts qui permettent d'aller se connecter à des serveurs qui proposent les données. Comme je le disais tout à l'heure, identifiant mot de passe, je suis adhérent au CREG, je peux me connecter au serveur et j'ai accès à tout un catalogue de données. Là, j'ai choisi 3 couches et ensuite, je les... quelle couche vous avez choisi ? Alors, la couche des lycées, comme par hasard. Ah, on parle beaucoup des lycées. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. J'ai la couche alors là, on a... du cadastre. Ok, le cadastre. Jusque-là, moi, je ne suis pas trop largué. Et ensuite, on a une photo aérienne dessous. Donc là, finalement, j'accède à un serveur, j'accède aux données qui m'intéressent et je peux travailler avec. Alors, dans cet exemple-là, c'est de la consultation, mais en fonction des données auxquelles j'accède et mon profil, je peux très bien les télécharger, les travailler et les mettre à jour ensuite, donc, les pousser ça sur veut le dire, serveur. concrètement, je suis architecte. En tant qu'architecte, et en prouvant que je suis architecte, je peux demander à la région l'accès à ces données. Alors là, c'est une plateforme qui est en priorité ouverte aux collectivités. Mais je pense que oui, on peut faire la demande. Parce que l'idée, c'est aussi de se dire, tiens, à moi, demain, professionnel, à quoi ça peut me servir, moi, demain, pour mon projet, ou à MO, ou, etc. D'accord. D'accord, très bien. Et donc, pour vous, les enjeux demain, parce qu'on a vu des volontés. On a découvert, je pense, pour pas mal aujourd'hui, que les éditeurs, malgré le fait qu'ils sont encore une fois concurrents sur le marché, et bienveillants, on l'a vu, mais malgré tout avec une réalité économique derrière, de développement, etc., qu'ils travaillaient ensemble. Pour vous, pour lequel notamment la maintenance et l'exploitation et la maintenance sont les enjeux, on va dire, sur tout le cycle de vie, qu'est-ce que vous auriez envie de demander aux éditeurs, aux réseaux, aux fédérations professionnelles, etc., aux acteurs de l'écosystème en tant que maître d'ouvrage demain,
Comment on pourrait aller encore plus loin et progresser? Aller encore plus loin. Alors, moi, je reprendrai tout simplement ce qui a déjà été dit. Hein. C'est, on est côte à côte, on veut travailler ensemble, mais il faut collaborer, il faut parler, il faut échanger. Ça, c'est une des grosses difficultés qu'on a, nous, en interne, parce que il faut faire connaître cette nouvelle méthode, cette nouvelle manière d'envisager la gestion du patrimoine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut communiquer, il faut aller voir les gens, il faut leur expliquer, leur dire voilà, la donnée, il faut qu'on puisse la partager. On est tous là autour, dans la direction, on est près de 270, je crois, direction des lycées. Et voilà, si on ne parle pas, si on ne se met pas autour de la table pour dire moi, qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment, comment vous voulez le gérer, un SSI, qu'est-ce que vous voulez comme information, il n'y a rien qui se fait, quoi. Ah, vous êtes prêt à prendre la main pour organiser ces rencontres? Je le fais bien, oui. Hein, parce que si tout le monde dit qu'il faut qu'on se réunisse, à un moment donné, il faut un qui le... Voilà, je le fais bien, non, oui, mais je vous le faites prends mon déjà. bâton Okay. pèlerin et j'y vais, oui. D'accord, Oui. d'accord. Dominique Sénat, sur ce point, demain, selon vous, à la fois en tant que représentant Sinov et en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on peut attendre des acteurs, des entreprises, des éditeurs, des maîtres d'ouvrage et puis de tous les acteurs de l'écosystème pour voilà, passer commande peut-être pour progresser sur cet enjeu d'interopérabilité et de faire en sorte que le BIM soit le plus accessible et compris par tous, en tout cas son interopérabilité. Déjà sur la demande des maîtres d'ouvrage, je pense qu'il y a besoin de beaucoup de connaissances de la part des maîtres d'ouvrage pour savoir ce qu'ils veulent. Ils entendent tous parler de BIM, mais je ne suis pas certain que beaucoup sachent ce qu'ils peuvent en attendre. Dans la formulation des commandes et de la compréhension d'accord, des donneurs d'ordre, ce n'est pas forcément homogène. Voilà. Un maître d'ouvrage qui en est à déjà faire un cahier des charges, lui, il s'est déjà structuré, mais je parle des autres maîtres d'ouvrage qui rêvent un peu sur le BIM, qui pensent que ça va tout amener. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiations à faire sur les attentes qu'ils peuvent avoir du BIM. Après, sur les acteurs, il faut les accompagner, c'est certain. Est-ce que c'est là déjà qu'on parle des... On peut, parce qu'on a pris un peu de retard, donc on peut commencer à adresser les perspectives, et tout le monde aura l'occasion de s'exprimer de toute façon. Puisque Sinov est l'organisateur de cette réunion, je vais quand même vous dire un mot de tous les efforts que fait Sinov pour la branche, mais de l'ingénierie, mais aussi pour la construction, hein, puisqu'on parle de construction aujourd'hui. Alors il y a déjà des actions collectives qui sont mises en place. Ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais nos OPCA, nos financeurs de formation continue, ils mettent en place des formations sur le BIM qui sont en action collective, c'est-à-dire qu'ils n'entament pas notre capital d'aide à la formation. Donc ça veut dire que les formations sont gratuites pour les membres dans ce domaine-là. On a au niveau du syndicat, enfin au niveau de la branche, un organisme qui s'appelle l'OPIEC, c'est un observatoire de l'ingénierie de la branche, et qui, dans le domaine du BIM, recense les besoins. Donc ça nous aide aussi à structurer la réponse que le syndicat peut apporter. On a l'oreille attentive du ministère, hein, puisque ce Rex BIM Tour qu'on organise un peu dans différents sites en France fait partie des actions du plan BIM 2022 dont parlait Gilles Charbonnel. Cette manifestation, elle, comme vous l'avez vu, elle est filmée et il y aura un portail sur lequel on retrouvera tous les témoignages. Oui, on a vu l'enjeu aussi d'évangéliser, de faire de la pédagogie, hein, très important, parce qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui, finalement, qui existent, ou des démarches qui existent depuis déjà un moment. Oui, ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, et peut-être on en reparlera dans la conclusion, c'est qu'on n'est plus justement qu'au stade d'évangéliser, on est en train de regarder un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà ce que je pourrais dire sur, en tout cas, l'accompagnement que fait Sinov sur ce sujet-là.
Maxime Sagnier, toujours, vous avez aussi un rôle d'accompagnement important, hein, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et dans le BIM management notamment. Par rapport à votre expérience, ce que vous voyez de vos clients, de ce qui s'est dit aujourd'hui, pour vous, demain, comment progresser Alors, quand je dis pour vous, non, c'est quelle est votre opinion sur la manière dont les acteurs peuvent progresser ensemble sur le sujet de l'interopérabilité? On a discuté déjà de plusieurs points dans les différentes interventions, mais ce qui est important quand même, c'est surtout la maturité des acteurs. Donc déjà, rien que au niveau des nouvelles technologies, parce qu'on se sert comme prétexte le BIM, etc., pour implanter des nouveaux outils, des nouveaux outils collaboratifs, technologiques, numériques. Donc déjà là, il y a un premier frein sur les personnes qui ne sont pas habituées, même personnellement, voilà, sur les nouvelles applications, sur son smartphone, etc. Donc il y a déjà un accompagnement à faire là au niveau des acteurs. On parlait des nouveaux modes de travail, des nouvelles manières un peu de, voilà, donc c'est des personnes qui sont plus ou moins sensibles déjà à ce principe de collaborer ou pas. Donc même si effectivement, comme Dominique Sella nous l'a dit tout à l'heure, c'est un peu caricatural. C'est aussi dur qu'interopérabilité, mais maintenant je me balade. Caricatural. Caricatural, voilà. Pardon. De dire qu'on ne faisait pas de collaboration avant, mais c'est vrai que le fait maintenant de mettre une convention, etc., de bien cadrer la collaboration, ça émerge des problèmes qui existaient avant, qui ne sont pas du fait du BIM, des problèmes de communication entre les acteurs, etc. Ensuite, l'autre point important, c'est la maturité du BIM. Donc, comme on l'a déjà évoqué, donc il y a deux choses qui peuvent arriver quand on ne connaît pas assez BIM, c'est les usages qu'on peut en faire, les avantages qu'on peut en retirer. C'est soit on se dit on va faire du BIM parce que c'est bien, tout le monde dit que c'est bien, on lance le BIM et on pense que ça va marcher, alors que non, il faut justement structurer ce qu'on attend, ses objectifs, etc. Ou à l'inverse, on se dit le BIM c'est juste une mode, voilà, je vais faire du BIM parce qu'on me l'a demandé, je vais juste me mettre sur Revit, sur le plan ou sur plan Canva, et je vais faire une maquette BIM pour la rendre au maître d'ouvrage, mais sans voir pour moi quels sont les avantages que je peux en retirer. Notamment si je peux prendre des exemples d'architectes qui montent leur maquette sur Revit, laissent leurs architectes, leurs projeteurs faire la maquette sur Revit en 3D, etc., avec les données qu'il faut. Mais eux, les chefs de projet, l'architecte, ne se sert même pas de la maquette, rien que pour l'avoir en 3D, rien que le premier usage qu'on peut voir d'une maquette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait du BIM parce que c'est demandé et parce que ça va lui permettre d'accéder au marché, mais finalement, il l'utilise pas vraiment. Il l'utilise pas, donc il n'en retire pas les avantages, rien qu'au niveau de la visualisation du projet en 3D. Et donc, c'est un peu un cercle vicieux parce que il se fourvoie un petit peu quelque part. Il dit le BIM ça sert à rien, moi j'y ai pas d'intérêt, mais parce qu'il l'utilise pas, parce qu'aujourd'hui il fait du BIM, à moitié du BIM, il fait juste une maquette numérique pour le plaisir du maître d'ouvrage ou d'une mais il va pas l'utiliser lui pour des usages. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est voir pourquoi on fait du BIM. Même si au final il n'en serait pas directement, il n'aurait pas un bénéfice à la fin financier, vraiment il gagnerait de l'argent avec. Donc c'est dommage de faire du semblant de BIM alors que finalement on a tout à y gagner, quoi. C'est un peu ça l'idée. Alors on est très heureux de vous avoir eu avec nous aujourd'hui. Vous aurez le mot de la fin sur cette table ronde, mais sur cette question justement. Demain, vous avez partagé les constats, déficit ou retard en termes de formation, des besoins encore d'accompagner, de sensibiliser encore plus, notamment en phase chantier, sur du concret et pas seulement sur nos outils, etc. À quoi vous pouvez vous engager demain? Vous nous avez dit que vous travaillez ensemble au sein d'instances, etc. À quoi vous pouvez vous engager en plus, ensemble, entre vous et avec la profession, pour que cette interopérabilité, demain, soit de moins en moins une question et plus, du coup, une opportunité aux yeux des professionnels. Guillaume Vray, allez-y. Okay. Tout à fait. Déjà, je pense que l'interopérabilité IFC, on en a parlé, ça c'est une vraie stratégie commune de tous aller de l'avant pour qu'on puisse partager. Ensuite, en ce qui nous concerne, moi ce que je vous invite, c'est à nous rencontrer, à ce qu'on vous accompagne. On a toute une équipe dédiée d'experts techniques pour accompagner justement et profiter du retour d'expérience des différents clients qui ont déjà mis en place les solutions. Je dirais faire du projet de construction, que ce soit architecture, BET structure ou autre. On a de l'expérience là-dessus et du coup, il faut qu'on la partage et qu'on vous en fasse bénéficier. Merci.
Emmanuel Giacomo, idem, en 3-4 phrases. Alors déjà, on peut s'engager à continuer à travailler ensemble au sein d'instances internationales et aussi Régional, pourquoi pas? régionales, les chapitres locaux, etc. C'est ce qu'on fait déjà avec Oui. tous nos collègues là autour de la table. Donc Oui. continuer ce travail de fond, continuer aussi le travail sur les API et le partage des bibliothèques, ce qu'on appelle les bibliothèques d'échange de format de fichiers. C'est ce qu'on fait déjà. J'espère que ça s'amplifiera. Et que ça se saura plus. Et aussi. ça se saura plus. Alors ça, oui, il y a un travail de communication qui est hyper important à faire entre nous. Et puis c'est aussi lutter, je dirais, de manière permanente auprès des autorités pour leur dire, nous, on est prêt à s'impliquer effectivement avec les écoles, avec les organismes de formation pour venir expliquer que ça fonctionne, donner des exemples, etc. C'est ce qu'on fait tous ensemble, au travers de, par exemple, de concours comme le concours des BIM d'or, etc., qui prouvent que ça marche. Et je pense qu'il y a aussi une attitude positive à avoir. On est français, on a tendance à tout remettre en question, être extrêmement critique, ça marche pas, etc., c'est sa faute, etc. Non, ça, je pense qu'il faut arrêter, parce qu'il y a plein d'exemples. Et c'est pas Je crois que c'est quand même votre faute. Ouais, c'est pas une question de taille, je sais plus si c'était toi Julien qui disait ça, mais c'est pas parce qu'on est gros qu'on va être plus performant. Et au contraire, d'ailleurs, moi c'est ce que j'ai vu dans les 15 dernières années, c'est pas les grosses boîtes se plantaient plus facilement que les petits qui investissaient. Moi je vois plein de petites agences d'archi, 2 personnes, des bureaux d'études, qui font un travail extraordinaire parce que justement, ils ont cette volonté. C'était quelqu'un qui, quand il faisait sa présentation, c'est le BIM manager de Patriarche, il disait qu'il faut avoir la volonté, je crois. Donc nous, il faut qu'on œuvre aussi de ce côté-là. Il faut qu'on s'appuie sur ce qui existe. On n'a pas parlé pour Building Smart de la certification. La certification des outils, elle est hyper importante. Il faut dire en fait aux utilisateurs que les outils qui sont sur le marché des principaux éditeurs sont certifiés. Ça veut dire que ça fonctionne. Par contre, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire, je ne vais pas un test dans mon coin pour voir si ça fonctionne. Il y a effectivement des règles à respecter, des méthodes à connaître. Et vous l'avez évoqué aussi sous la pression du temps, souvent. Marc de Fleury. Oui, moi je pense qu'un des éléments clés, c'est de ne pas se dire que le BIM est une obligation, est un coût. Il faut le voir vraiment comme une opportunité. Alors je sais que c'est une phrase qui peut paraître un peu bateau, mais je rebondis complètement sur ce que disait Emmanuel à l'instant. Nous, on a énormément de tout petits clients, des structures de 1, 2, 3 personnes, qui finalement travaillent pour des très très grosses structures qui ont peut-être les moyens d'aller prendre les projets, mais qui n'ont pas forcément les ressources ou les moyens internes pour les gérer, quoi. Et on a énormément de toutes petites structures qui croissent, alors qui ont d'autres difficultés, c'est d'embaucher du coup des gens qualifiés, mais bon, au final souvent les qualifient d'eux-mêmes avec leur formation interne et ils les aident des diverses formations qui existent sur le marché. Effectivement, les formations hiptiques et autres aident bien à cela. Et puis, ne voyez pas les éditeurs comme juste des structures qui veulent juste vous vendre un logiciel. Pour moi, c'est capital de récupérer vos retours d'informations, vos expériences, pour essayer de faire progresser les produits. Moi, je peux vous parler vraiment d'expérience d'un outil comme StabiCAD dans mon domaine. J'ai des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités quasiment tous les mois parce qu'on a besoin de vos retours, de comprendre qu'est-ce qu'il faut améliorer. Ce ne sont pas des solutions qui sont figées dans le temps. Elles n'arrêtent pas de progresser, d'évoluer. Alors certes, jamais assez rapidement pour vous ni pour moi, mais voilà, c'est important. Je pense qu'on est un peu tous dans le même bateau finalement, que ce soit les éditeurs, que ce soit les BE, les structures, les archis, etc. Donc le retour d'expérience, ce que nous on appelle ça le Customer Feedback Day en bon français. On a eu beaucoup d'anglicisme aujourd'hui quand même. Je dis ça, je dis rien. Voilà, mais voilà, c'est pas une obligation, mais ça peut être une super opportunité. Donc allez-y. Le mot BIM, c'est peut-être un mot un peu trop utilisé de manière marketing. Et certains utilisent et font depuis longtemps finalement, mais voilà, on structure tout ça et on est là pour essayer de vous faciliter ça avec divers outils, des bibliothèques de contenu, etc. etc. On n'a pas beaucoup parlé de contenu là, mais c'est vrai que le contenu est quelque chose de clé avec les logiciels. Un logiciel sans contenu ne sert pas à grand chose et l'inverse, et ça c'est vrai. Je vous ai dit que vous auriez le dernier mot, c'est faux. J'ai menti, parce qu'il y a quand même le maître d'ouvrage, c'est quand même pour lui tout ça. Alors dites-nous rapidement quand même. Gilles Beretta. Non, c'était juste une remarque. Je parlais de maquette numérique urbaine, mais on peut faire rêver autrement. Et je vais faire rêver mes collègues, moi, autrement. C'est aujourd'hui, ils sont incapables de donner le nombre de mètres carrés précisément dans leur lycée. Et un des tout premiers usages qui reposeront sur cette maquette, ce sera
paf, ah tiens, j'ai tant de mètres carrés dans mon lycée. Enfin, voilà. Structurer la donnée pour répondre à des besoins basiques. Oui, oui, on revient à back to basics. Excusez-moi, l'anglicisme. Merci beaucoup. On peut les remercier. Vraiment, c'est très intéressant, très ouvert. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, des remarques? Il y en avait pas mal tout à l'heure. Il y a peut-être eu des... Alors, je me permets, parce que j'ai quelqu'un qui m'a sollicité depuis plus longtemps, mais je reviens, je ne vous oublie pas. Voilà. Bon, c'est encore Jérémy Adier-Paradon, encore au CABIM. C'était juste par rapport à comment expliquer le BIM. C'est vrai que vous avez donné des explications qui décrivent le BIM. Et la première chose que je fais avec mes interlocuteurs, et qui généralement marche, c'est d'écrire ce que n'est pas le BIM. D'ailleurs, on a encore entendu ça trop souvent. Trop souvent, les gens pensent que le BIM, ça n'est qu'une autre façon de faire des plans. Et d'ailleurs, on a des maîtres d'ouvrage qui, en termes de livrables, attendent des plans. Donc déjà, la première chose que je fais, c'est que je leur dis non, le BIM n'est pas une autre façon de faire des plans. Merci pour cet éclairage. Oui, oui. Question, alors, de réaction? C'est une bonne remarque et on a souvent des retours. Alors là, on a de la chance parce qu'on a un maître d'ouvrage impliqué. Alors il y en a plein qui sont impliqués. Mais il y a aussi beaucoup de BIM managers qui nous remontent qu'il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage qui demandent un dossier des ouvrages exécutés sans savoir vraiment ce qu'ils vont faire derrière, que ce soit en IFC ou en format natif d'ailleurs. Donc il y a effectivement toute une démarche à faire et ça c'est un exemple, un très bon exemple sur la région. Donc les autres maîtres d'ouvrage devraient s'en inspirer, je pense. Ouais. Non, juste un commentaire sur ce qui vient d'être dit. Sur la partie livrable d'un projet, je vous rejoins qu'effectivement, on est en train de se déplacer vers le DOE numérique avec une belle maquette 3D enrichie, avec toutes les données et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, quand on travaille avec tous les bureaux de contrôle, aujourd'hui, les bureaux de contrôle, ils travaillent encore au plan. Donc en fait, c'est là où en fait, j'avais un petit retour à ce que vous disiez, mais je pense qu'on est d'accord. C'est que si aujourd'hui, on continue de livrer des plans, des sections, avec un document de signature avec le cartouche et tout ce qui va bien. Et aujourd'hui, ça... Alors, en papier, peut-être de moins... Les contrôleurs techniques, c'est en papier, c'est clair. Enfin, aujourd'hui, ils utilisent quand même beaucoup de numérique pour contrôler les plans, mais... Ils demandent du papier, je peux le dire. Ah oui. Ok, bon, bah... Ça change, hein, ça change. En PDF. Le papier n'est pas encore Voilà. has-been. Ça reste le PDF à la fin qui est livrable. Une autre question? Oui, en fait j'en ai deux. Une Oui. très rapide, donc je vous rappelle, je suis Et pas une dans très le longue, domaine. non. Et une Deux un peu très plus rapides, longue. s'il vous plaît. Une très rapide. Donc je suis gérant d'un cabinet de formation, je ne suis pas dans votre domaine et votre métier. Pourquoi il n'y a pas plus de chantiers BIM? Les maîtres d'ouvrage nous présentent clairement l'avantage, et je vois plein d'avantages au BIM. Ok, c'est pas simple, bon, il y a plein d'acteurs, etc. Pourquoi il n'y en a pas plus? Pourquoi, premièrement? Deuxièmement, je suis surpris de ne pas entendre plus parler des industriels et des fabricants. Dans la construction, il y a des matériaux, il y a des systèmes, donc il y a une description, un CCTP qui doit être rédigé, qui va utiliser des matériaux et des fabricants. Question, est-ce que les fabricants sont out du BIM ou pas? Des fois, j'ai l'impression que s'ils ne sont pas dans les banques de données et dans les bibliothèques, ils sont out. Et puis des fois, je me dis, en fait, ils n'ont pas besoin d'être BIM et tout est ouvert. Et là, je suis un peu perdu. Je ne sais pas si la question est claire, mais... Merci Guillaume. Par rapport, pourquoi il n'y a pas plus de chantiers en BIM ou de construction en BIM? Ça progresse quand même. On a vu qu'entre l'annonce de la feuille de route du PTNB et l'étude, ils font des études régulières, je crois qu'il y a eu quasiment un doublement. Après, il y aura une étude de marché que je vais présenter, qui est significative aussi. Sur la partie des industriels, non, les industriels, alors ça met plus de temps bien entendu, mais ils ont pris le train du BIM. Nous, on le voit parce qu'on est présent sur les deux secteurs, l'industrie et l'AEC, et on a de plus en plus d'industriels, je pourrais prendre comme exemple Algeco ou alors Bosch ou Cugnot, etc., qui ont compris l'intérêt du BIM et qui justement commencent à fabriquer des objets. Marc va certainement en parler, mais les objets, c'est devenu la clé. Les objets BIM, c'est un mode de prescription, un mode de communication qui est clé pour tous les industriels. Donc ça bouge quand même. Oui, juste un mot. Ah, pardon. Ouais, on est trop polis entre nous. Ouais.
Mettez-vous juste, d'accord, hein. juste un mot sur Je les pense. industriels. La IMCC est membre d'ADN. Donc la IMCC, c'est l'association des industriels. Donc les industriels sont présents dans le BIM, bien évidemment. Quand on regarde, vous parliez de catalogue tout à l'heure, il y a des catalogues, il y a déjà pour certains des outils, soit de calcul, soit d'aide à la conception, soit d'aide à l'exécution. Donc les industriels sont là. Je rappelle aussi qu'il y a eu 2 actions au PTNB qui étaient PPBIM et POBIM, donc et qui sont retravaillées dans ADN. Donc les industriels sont bien présents et on compte bien sur leurs propositions. On est en train de travailler sur la valeur data, justement, parce on a parlé beaucoup de graphisme et peu de data. Les industriels, on attend d'eux aussi, et les maîtres d'ouvrage notamment, beaucoup de valeur data. Merci. Marc de Fleury. Oui, sur les projets BIM, pas assez de projets BIM. Moi, je vois beaucoup de nos clients qui maintenant produisent entre guillemets des projets BIM alors qu'ils n'ont pas forcément la demande au départ. Et ils se font un petit peu les dents là-dessus au départ et après s'aperçoivent qu'effectivement ils sont plus productifs là-dessus et ils n'y arrêtent pas. Donc on n'a pas trop abordé ce sujet-là, mais ça c'est un des premiers points. C'est pas parce qu'on demande pas de BIM qu'on peut pas en faire. En tout cas, au moins dans son coin. Après, derrière, est-ce qu'ils suivront? Je ne sais pas. Donc ça dépend de ce qu'on appelle le projet BIM. Il y a les fameux termes de projet full BIM ou pas full BIM. Bon, voilà, c'est des vrais projets full BIM, il n'y en a pas effectivement des millions. Sur les bibliothèques de contenu, alors moi je peux vous parler encore une fois dans mon domaine. On a une bibliothèque qui s'appelle Meb Content. Aujourd'hui, on fabrique des milliers d'articles pour les fabricants, les industriels, alors du fluide. Alors ils ont une parfaite connaissance de leurs produits. Ils connaissent très très bien les logiciels industriels, on ne va pas les citer, des solutions comme SolidWorks notamment. Mais après, dès qu'on commence à parler des logiciels métiers du bâtiment, là, ils ne les connaissent plus. Donc souvent, nous, on est là à essayer de les aider, à essayer de comprendre quelles sont selon eux les datas importantes. Et nous, on est là avec notre expertise de quelles sont les bonnes données utiles pour la profession, et notamment en ce qui concerne les ingénieurs fluides, pour les mettre dans les objets. Effectivement, la donnée 3D, bon, elle est sympa. Moi, quand je suis arrivé dans le métier du BTP, que j'y connaissais rien, j'aimais bien des beaux objets 3D, mais on se retrouve avec la problématique d'objets beaucoup trop lourds à travailler. Donc, par exemple, l'idée, c'est d'avoir des objets déjà d'une part éventuellement génériques, pour pouvoir répondre à tous les cas de figure, et notamment les appels d'offres, des objets fabricants, et après avoir différents types de définitions. On peut parler de LOD, etc., mais on rentre dans des sujets complexes et on peut repartir pour 2 heures de discussion, donc je vais la faire rapide, mais d'avoir une définition qui soit plutôt light, on va dire, pour que l'objet soit pas trop léger, mais garder la bonne donnée data pour pouvoir faire du calcul, de redimensionnement, de bruit, etc., et avoir les mêmes données, mais avec des objets 3D un peu plus finis, pour un rendu un peu sympathique. Donc aujourd'hui, on travaille, on a plus de 25 millions d'articles sur nos différents types de bases de données. En fluide, c'est Meb Content, mais bon, on en a pour SketchUp, on en a pour tous nos logiciels. Donc maintenant, ça progresse vite, mais encore une fois, pas assez. Et j'attends aussi la demande de nos utilisateurs à nous dire, tiens, il nous manque tel ou tel objet. Et après, on essaie de revoir les fabricants pour leur dire, tiens, il y a une vraie demande du marché, est-ce qu'on ne pourrait pas numériser vos catalogues? Sachant que c'est un métier qui ne nous rapporte pas d'argent, nous. Hein. C'est long à développer des familles sur Revit ou des familles pour d'autres types de logiciels. C'est long, c'est compliqué. Merci. Merci Marc de Fleury. Alors, dernier élément de réponse par Gilles Beretta. Désolé, mais vous aurez l'occasion d'échanger pendant la partie conviviale. Gilles Beretta, un dernier mot, un dernier élément de réponse par rapport aux questions qui ont été posées. Des projets en BIM, la région, ça va être 100% BIM. Donc ça, c'est clair, c'est net, voilà, c'est dans ces directions qu'on va. Et puis, vous avez, on était au BIM World, et puis il y a une jeune archi qui arrive, qui se posait encore la question de savoir si elle allait aller vers ces processus-là, quoi. Donc quand vous avez des archis qui viennent vous voir et qui se posent encore la question, donc les projets en BIM, oui, ils vont y aller, parce que la maîtrise d'ouvrage, elle va dire, bon, moi je veux ça. Et de l'autre côté, vous avez des archis encore qui disent, non, on ne sait pas trop, on s'interroge, je crois que si j'ai bien retenu les chiffres, hein, en Angleterre, ils ont fait, avec 12 ou 15 ans de recul, ils avaient pris un panel de bureaux, d'archis, etc., et puis ils les ont suivis 10 ans après. Il y a 40% qui ont disparu parce qu'ils n'étaient pas allés vers le BIM. Voilà, les chiffres, ils sont clairs, quoi. Oui, puis en plus, il y a eu l'État qui a appuyé, mais quand même. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci encore d'avoir joué le jeu. Encore une fois, je m'adresse particulièrement aux éditeurs.
C'était, je pense, appréciable d'avoir ce regard croisé de votre part et tout à fait bienveillant et constructif.